C'est maintenant l'heure du Café politique. C'est avec grand plaisir que pour une dernière fois dans cette campagne électorale, je retrouve les collègues François Gravel, éditorialiste et responsable du contenu à l'Acadie Nouvelle. Bonjour François. Oui, bonjour Steve. Vous nous arrivez juste à temps au Café politique, à la Oui. fin d'une campagne électorale qui n'a pas été des plus excitantes, mais juste avant une soirée électorale qui, elle, pourrait être très excitante, tellement la lutte est serrée et imprévisible. Oui, j'arrive pour le meilleur café. J'accueille Voilà. aussi Jacques Poitras, journaliste de CBC à Fredericton. Bonjour Jacques. Bonjour. Un peu fatigué, il faut le dire. Oui, ça, on arrive à la fin, là, vous allez pouvoir dormir après. On explique un peu la façon de faire pour ce café politique qui est un peu différent qu'à l'habitude. C'est que vous avez choisi chacun 3 choses différentes à surveiller lors des élections, lors de la soirée électorale lundi. Et on va commencer sans plus tarder. Jacques, vous êtes le premier et votre sujet de départ, c'est l'impact des divisions au sein du Parti progressiste conservateur. Absolument. Pour moi, c'est la grande question des élections. Une parti politique avec une longue tradition, une longue histoire qui était vraiment bouleversée par des décisions du premier ministre Blaine Higgs. On a vu 6 membres qui ont voté contre le premier ministre dans l'Assemblée l'année passée. On a vu une autre, Gary Crosman, qui a démissionné en avril en disant que la direction de la partie n'était pas alignée avec ses valeurs et ses croyances. Quand ce monde-là sont partis, Blaine Higgs disait que c'était la chance d'accueillir du nouveau monde dans le parti. Mais ce n'est pas nécessairement le meilleur signal pour les bénévoles, les gens qui donnent l'argent depuis des décennies à un parti politique, de dire qu'ils peuvent être facilement remplacés. Alors, est-ce que les bénévoles vont être là lundi pour sortir la vote? Est-ce qu'ils étaient là pour la vote par anticipation récemment? On a vu des courriels du parti pour lever des fonds presque chaque jour de la campagne. Souvent, ils disaient qu'ils avaient besoin d'un peu d'autre argent. C'est impossible de mesurer exactement, mais on sait déjà que la vote anticipée dans certaines circonscriptions était très élevée et dans certaines autres, incluant certaines qui sont souvent progressistes conservateurs, étaient moins. Alors, est-ce que ça veut dire que les bénévoles n'étaient pas là, qu'ils restaient à la maison, ils étaient découragés par leur propre chef? On ne sait pas, mais ça va être un facteur absolument lundi. François, de votre... Oui, allez-y. Je peux d'ajouter à Jacques que c'est beaucoup plus difficile pour un parti politique de vaincre un député sortant. Et il y a plusieurs députés sortants progressistes conservateurs. C'est un avantage d'en avoir un, normalement, qui sont partis, qui ont soit claqué la porte ou qui ont été poussés vers la porte de sortie. Alors, une occasion aussi pour des partis d'opposition. François, de votre côté, vous vous interrogez à savoir si le Nord francophone va voter encore massivement libéral. En 2020, les électeurs du Nord francophone ont voté en très, très forte majorité pour le Parti libéral. C'est encore le scénario le plus probable aujourd'hui, en raison de la relation, toujours en raison de la relation difficile entre le premier ministre sortant, le chef conservateur Blaine Higgs, et les électeurs acadiens. Mais il va quand même y avoir des circonscriptions à surveiller quand on regarde ça de plus proche, où la lutte va être plus serrée que ce qu'on pouvait prévoir avant le déclenchement de la campagne il y a quelques mois. Il va y avoir, bien sûr, Restigouche-Est, où le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier, tente de déloger le député libéral sortant, Guy Arsenault. Bathurst, où la mairesse Kim Chamberlain tente de prendre le siège du député sortant, René Legacy. Et à cela, il faut ajouter les 2 circonscriptions de la péninsule acadienne, où le Parti vert a 2 candidats forts, Serge Brideau dans Tracadie et Wilfrid Roussel dans Shippagan-les-Îles. Et ce qui complique encore plus les analyses, Steve, c'est le fait qu'il y a aussi des enjeux locaux importants qui pourraient influer sur le vote des électeurs dans ces régions-là. Le projet de mine de Pouzoula en Andalousie qui a mis le maire Pelletier au cœur de la tempête. Le pont de Shippagan et de l'île Lamec. David Coon a promis d'en construire un neuf. Susan Haute a préféré ne pas s'avancer autant. L'avenir de l'ancien chantier des Bleuetières à Tracadie. Et à tout ça, on ajoute bien sûr
B de Miramichi-Neguac, remporté lors d'une partielle par le progressiste conservateur Régent Savoie. Ce sont toutes des circonscriptions que le Parti libéral doit remporter s'il veut accéder au pouvoir. S'il devait en échapper une ou quelques-unes, ça ne lui bloque pas le chemin, mais ça lui compliquera énormément la tâche. Un ajout, Jacques? Oui, absolument. Je pense qu'on a vu un premier ministre qui disait juste l'année passée que ces circonscriptions-là n'étaient pas gagnables par le Parti PC, que historiquement, ils ont voté libéral pendant des décennies, ce qui n'est pas exactement vrai quand on parle de Shippagan ou Tracadie. Mais soudainement, pendant la campagne, ils décident qu'ils vont les contester et je sais que les PC vont faire un ralliement dans le Nord cette fin de semaine pour essayer d'attirer des autres votes. Mais est-ce que c'est déjà trop tard? On va voir. Deuxième bloc maintenant, alors que François, vous vous intéressez au vote dans les 3 grandes villes du sud de la province. Le triangle d'or. Je peux vous parler longuement, comme je viens de le faire, des circonscriptions à surveiller dans le nord francophone, mais la vérité, c'est que ça va se jouer, cette élection-là, à Saint-Jean et à Fredericton, et jusqu'à un certain point à Moncton aussi. Pourquoi à Moncton? Bon, le vote à Dieppe, à Memramcook, dans les communautés du Sud-Est, c'est généralement acquis aux libéraux, mais il reste encore des circonscriptions un peu plus anglophones où, là encore, les récents sondages nous laissent croire que les libéraux vont réussir une percée importante et possiblement gagner des sièges. Mais ça ne leur suffira pas. Ils vont devoir réaliser des gains aussi à Fredericton, à Saint-Jean pour former le prochain gouvernement. J'estime que les libéraux ont besoin d'aller chercher au moins 6 sièges conservateurs, ce qu'on appelle dans le jargon politique un flip, c'est-à-dire les flipper du bleu au rouge. Et pour y arriver, ils ont besoin de gagner des circonscriptions comme Fredericton Sud, Silverwood, où Mme Holt est candidate, comme Saint-Jean-Havre, quelques autres aussi. Normalement, je disais tantôt, c'est difficile de gagner contre un député sortant, mais la saignée a été tellement importante qu'il y a une ouverture qui s'ouvre ici pour les libéraux et les Verts. Mais les libéraux en particulier, je ramène toujours ça à ce parti-là parce que c'est eux qui ont les meilleures chances de possiblement remporter l'élection. S'ils n'arrivent pas à aller chercher des sièges qui étaient occupés par Daniel Alain à Moncton, par Dorothy Shepherd, Arlene Dunn et Trevor Holder à Saint-Jean, et bien sûr Susan Holt avec son siège, je ne vois pas comment les libéraux vont y arriver. Jacques, de votre côté, vous vous intéressez au risque des fameux split votes, les votes qui pourront se séparer dans différentes circonscriptions, mais notamment entre les libéraux et les Verts. Absolument. Et l'appui pour le Parti vert en général, j'ai regardé les statistiques de 2018 où les libéraux ont gagné 21 sièges. Alors, ils auraient eu besoin de 4 autres pour gagner une majorité. Et ils ont perdu 4 circonscriptions au PC par un vote total de 905 voix parmi 4 circonscriptions. Et dans ces circonscriptions-là, les Verts, c'est moins que les Verts ont obtenu. Alors, le risque est réel d'une division, mais on sait aussi que le monde qui appuie le Parti vert croit sincèrement que les libéraux et les PC ne sont pas tellement différents. Il faut vraiment changer le système, vraiment secouer l'établissement politique. Blaine Higgs avait un taux d'approbation de 30% dans les derniers sondages. Alors, il y a un sentiment pour le changement, mais est-ce que ça va rallier derrière un parti ou derrière 2? Et autre chose avec le Parti vert, Kevin Arsenault fait face à un candidat très fort libéral à Kent-Nord. Cette circonscription-là ne va pas décider si Blaine Higgs perd sa majorité, mais ça pourrait décider si les libéraux obtiennent une majorité ou non. De l'autre côté, à Fredericton-Lincoln, David Kuhn est dans une nouvelle circonscription avec beaucoup de votes historiques PC. Est-ce qu'il risque de perdre? Et si oui, ça ajouterait une autre à la colonne PC. Des choses très intéressantes à suivre. Et troisième bloc, maintenant, on commence avec vous. Jacques, vous êtes très bien positionné pour suivre cette campagne-là, dans cette circonscription-là. On parle ici de Fredericton Sud Silverwood, de Susan Holt. Comment elle va comment qu'elle va procéder ou comment elle va s'en tirer dans sa circonscription? Exactement. En fait, Susan Holt est une voisine. Nous sommes dans le même quartier à Fredericton. On prend pour acquis normalement que les chefs des partis politiques gagnent facilement leur circonscription, mais ce n'est pas nécessairement le cas. À Fredericton South Silverwood, une autre nouvelle circonscription qui inclut à peu près la moitié de l'ancienne circonscription de David Kuhn. Alors, un vote très fort pour les Verts dans cette
section-là. Puis sur l'autre côté, vers Silverwood, historiquement, les PC ont beaucoup d'appui. Alors, c'est pas quelque chose que Susan Holt peut prendre pour acquis du tout. Je devrais mentionner, on devrait clarifier pour les auditeurs que si les libéraux gagnent, mais Susan Holt perd sa siège, elle devient première ministre quand même, mais il faudra probablement demander à un député libéral de démissionner pour une partielle pour qu'elle puisse s'asseoir dans l'Assemblée législative. Un processus qui est normal, on a vu dans les autres provinces, mais c'est pas exactement quelque chose de convenant si c'est une majorité très, très mince ou un gouvernement minoritaire. Surtout qu'on veut se relever là, des quelques déboires qu'on a eus liés au chef du parti dans les dernières années. François, autre chose intéressante pour un autre chef, le discours de Blaine Higgs une fois que les résultats seront connus lundi soir. Une chose que je vais surveiller de très près, effectivement. Quand les résultats du scrutin seront connus, si le Parti progressiste conservateur remporte une majorité de sièges, ce sera un triomphe pour M. Higgs, bien sûr, et il aura un discours tout ce qu'il y a plus traditionnel. Mais à l'inverse, si son parti remporte le plus grand nombre de sièges, mais qu'il n'obtient pas une majorité, ce sera très intéressant de l'entendre, qu'est-ce qu'il aura à dire à ce sujet-là, parce que le Parti vert a déjà fait savoir qu'il n'a aucune intention d'appuyer le gouvernement Higgs pour lui permettre de rester au pouvoir. Est-ce que M. Higgs va tendre quand même la main au vert dans ce scénario? Ce n'est pas dans le style de la maison. Hein. Est-ce qu'il va aller jusqu'à dénoncer à l'avance une alliance libérale Parti vert, peut-être même laisser sous-entendre que Mme Holt, dans ce scénario-là, toujours, n'aurait pas la légitimité de gouverner. Il faudra être très attentif au choix de mots de M. Higgs lundi soir. Et enfin, dans le cas, bien sûr, d'une victoire décisive du Parti libéral, on tentera de mesurer l'ampleur de la déception de Blaine Higgs. Il a déclaré dans une entrevue récemment que s'il perd cette élection, l'ensemble de sa carrière politique n'aura servi à rien et qu'il aurait été mieux fait de rester à la retraite plutôt que de diriger le Parti progressiste conservateur et de devenir ensuite premier ministre du Nouveau-Brunswick. Alors, un discours qui est très important à surveiller, même si celui de Susan Holt ne sera pas donné non plus, surtout si elle l'emporte. Hein, et on pourrait même le qualifier d'historique, elle qui deviendrait alors la première ministre de l'histoire du Nouveau-Brunswick. Et ce sera, oui. Je vais juste ajouter cette idée que Blaine Higgs a gaspillé sa carrière politique s'il perd. Je trouve ça incroyable. Il a balancé les budgets 6 ans de suite. Il a bien géré la pandémie au début, au moins. Comme ministre des Finances, il a réformé les pensions publiques. C'est incroyable que quelqu'un penserait comme ça. Mais l'autre chose pour lundi soir, là, les scénarios, on discutait ici les scénarios possibles parce que n'oublie pas qu'en 2018, Blaine Higgs critiquait Brian Gallant pour exercer son droit d'essayer de gouverner avec un gouvernement minoritaire. Il disait que Brian Gallant retardait l'inévitable avec sa décision, avec son comportement. Maintenant, si les situations sont renversées, est-ce que Blaine Higgs agirait du même? Disons que les PC gagnent 24, c'est possible. Si les PC gagnent 23, ça devient un peu plus difficile pour Blaine Higgs d'essayer quelque chose dans l'Assemblée. Mais je suis d'accord avec François, il faudra bien écouter ses paroles lundi soir si nous sommes dans ce scénario hypothétique. Si, justement, en parlant de scénario hypothétique, si les gens n'étaient pas excités à l'idée des différents scénarios qui sont possibles lundi soir, je crois qu'ils le sont maintenant. Et messieurs, un café politique n'en est pas un sans vos cafés. Et on va commencer avec vous, François. Quels sont vos cafés pour cette semaine? Alors, café chaud aux libéraux de Quispamsis, la circonscription du chef conservateur Blaine Higgs. Jacques nous parlait tantôt du défi de la chef libérale Susan Holt de se faire élire à Fredericton. Mais les libéraux, eux, ont la conviction que Blaine Higgs lui-même est en danger dans sa circonscription. Je compte, depuis le début de la campagne, au moins 5 personnes, y compris, je le précise, 4 libéraux ici, qui m'ont affirmé qu'on pourrait être très surpris lundi soir. C'est vrai que les libéraux ont un bon candidat là-bas, Aaron Kennedy. Est-ce qu'il peut réellement battre le premier ministre sortant, surtout dans ce scénario, si les conservateurs devaient remporter l'élection? J'en serais très étonné, pour être honnête, mais beaucoup de libéraux, eux, croient fermement à ce scénario
scénario-là et je trouvais ça intéressant de le souligner aujourd'hui à nos auditeurs ce matin. Et je pensais aussi terminer ce café politique avant le jour du scrutin en vous racontant, Steve, à vous et à vos auditeurs, les coulisses de mes tentatives pour organiser des rencontres éditoriales à l'Acadie Nouvelle avec les chefs Blaine Higgs, Susan Holt et David Coon. Pour des conservateurs, je m'y étais pris à l'avance avant le déclenchement des élections, alors que pour des libéraux et les Verts, j'ai effectué mes demandes au tout début de la campagne électorale. D'abord par courriel. Et je dois dire, la responsable des communications du Parti vert, Jill Mercereau, est un monstre d'efficacité. Quelques minutes à peine après lui avoir écrit, j'avais déjà un accusé de réception. Un peu plus tard dans l'après-midi, le Parti vert me proposait déjà 2 dates. Le Parti libéral, avec Pascal Paulin, aussi très efficace dans ses communications. Le parti m'a pris environ 1 heure pour me répondre et 2 jours pour me revenir avec une date pour rencontrer Mme Holt. Le Parti progressiste conservateur, ça a été un peu plus compliqué. 1 mois avant d'avoir droit à un vrai signe de vie, malgré plusieurs tentatives de ma part. Ma requête a été rejetée, les discussions se sont poursuivies quand même. On a fini par s'entendre pour une interview, mais finalement, le temps nous a manqué avec la campagne électorale qui tire à sa fin. Et il n'y aura pas finalement de rencontre éditoriale avec M. Higgs. C'est revenu à quelques reprises ce matin dans différentes interventions, le manque de réponse ou le refus du Parti progressiste conservateur pendant cette campagne. Jacques, vos cafés de la semaine? J'ai des cafés pour Susan Holt et Blaine Higgs, des cafés très, très foncés pour nous réveiller un peu. Blaine Higgs qui avait sorti sa plateforme électorale samedi passé, peut-être un café ou un thé avec un peu de dinde et farci sur une assiette, qui a sorti sa plateforme pendant l'heure de souper, le samedi d'une longue fin de semaine de l'Action de grâce. Normalement, si on pense que notre plateforme va nous aider. On veut le promouvoir. On veut faire une conférence de presse pendant que les médias sont disponibles. Alors, décision un peu curieuse, je dirais. Et Susan Holt, qui a ouvert la porte cette semaine, dans la dernière semaine de la campagne, a considéré des autres changements à la politique 713 sans préciser dans quelle direction elle irait avec ça. Peut-être elle sent quelque chose dans l'opinion publique qui le rend un peu nerveuse. Peut-être c'est juste un cas d'ambiguïté stratégique, comme on dit, mais une question très intéressante, un des enjeux qu'on a vu dans la politique provinciale depuis 1 an et demi, et cette ambiguïté à la dernière minute, les questions se posent un peu. Ce serait intéressant. Messieurs, moi, j'ai le goût de vous offrir chacun pour mardi, à ne pas consommer avant mardi, mais un thé, une tisane pour vous reposer et se relaxer après cette grande campagne électorale. Je tiens encore une fois à souligner vos travails dans les débats respectifs. François Gravel, qui avait co-animé le débat à Radio-Canada, et puis Jacques Poitras du côté de CBC. Merci beaucoup pour ces cafés politiques spéciaux en cette campagne électorale, messieurs. Merci beaucoup et allez voter. Allez voter, oui.